Lors de la précédente séance, nous avions conclu sur la révolution freudienne. Le père de la psychanalyste, disions-nous, avait réussi à faire entrer le rêve dans le rêveur. C'est le rêveur qui rêve, autrement dit, c'est le rêveur qui crée les images et les trames hallucinées dont sont composés ses rêves. Même si le rêveur a la sensation d'être immergé dans son rêve, de ne posséder aucun recul réflexif, lorsque je rêve, je ne sais pas que je rêve, je n'ai aucune distance, comme le personnage joué par Leonardo DiCaprio dans le film Inception, prisonnier de rêves imbriqués. Les images ne sont pas soufflées par les dieux aux rêveurs, elles ne surgissent pas non plus de façon fortuite, incidente, mais elles sont le reflet de tout ce qui le préoccupe émotionnellement. Ses désirs, ses angoisses, ses espoirs, ses attentes vont être mis en scène, mais dramatisés afin de traduire une problématique qui lui est personnelle. C'est donc le rêveur qui, en véritable démiurge, orchestre tout. Il est à la fois le metteur en scène, le dramaturge, mais également l'ensemble des acteurs de son rêve. Dans un rêve où mon père me crie dessus, je suis à la fois le père et le fils. Quant au texte du rêve, il mêle des éléments familiers, un visage connu, des décors fréquentés, à des situations qui sont énigmatiques, confuses, et qui laissent le rêveur perplexe au moment de son réveil, alors même qu'il les a créés. Le rêve est une expérience de ce que le rêveur a oublié, refoulé, dirait même Freud. Il y a bien sûr des éléments clairement identifiables issus du passé immédiat du rêveur. J'invite chacun d'entre vous à en faire l'expérience. Le contenu de vos rêves associe, copie-colle, des situations vécues dans les 24, voire dans les 48 dernières heures qui ont précédé le rêve. Et ce, même si les situations paraissaient sur le coup insignifiantes. C'est ce que Freud appelle les résidus diurnes. Ces résidus constituent l'épiderme du rêve. J'ai rêvé de pluie parce que hier, j'ai vu mon ami B qui lui-même était sorti avec un parapluie alors qu'il faisait un très beau temps. Selon Sigmund Freud, ces éléments qui peuvent paraître a priori anecdotiques sont pourtant porteurs de sens et permettent au regard de l'histoire du rêveur et de ce qu'il travaille, de ses émotions, de ce qui l'affecte, ce qu'il perturbe, ça le permet d'effectuer une passerelle entre son passé immédiat et le passé lointain. En effet, derrière le passé récent se cachent, se dissimulent des souvenirs d'un passé bien plus lointain liés à l'enfance du rêveur et à ses désirs enfouis. Comme pour un artichaut, le cœur du rêve serait caché, dissimulé, sous l'histoire décousue, lacunaire, que je vais pouvoir raconter en me réveillant. Sous son contenu manifeste, le rêve propose un contenu latent, c'est là où se niche son sens et sa logique propre. Aberrant, me direz-vous, car si c'est bien le rêveur qui rêve, alors pourquoi brouiller délibérément le message? Et c'est là qu'entre en jeu l'inconscient. Ce sont des pensées, des désirs refoulés qui se feraient un accès à travers les rêves. Ces désirs et pensées sont impossibles à formuler par le rêveur lorsqu'il est éveillé, du fait de l'intériorisation d'interdits, de normes morales, religieuses, sociales. Mais dans le sommeil, l'inconscient profite d'un abaissement de la vigilance, de la censure, pour sortir du bois. Les rêves, nous dit Freud, sont l'expression de nos pulsions infantiles. Ils nous renvoient à nos fantasmes originaires. La pulsion d'inceste avec la mère, la pulsion de meurtre du père, comme c'est le cas dans le célèbre complexe d'Oedipe formulé par Freud. Mais ces pulsions, on le comprend aisément, sont irrecevables et pour moi et pour la société. Je n'ai pas le sentiment de vouloir épouser ma mère, pas plus que je n'ai le sentiment de vouloir tuer mon père. Quant au passage à l'acte, il est tout bonnement inconcevable. De ce fait, le rêve me permet de satisfaire de façon déguisée et innocente ses désirs. L'inconscient va en somme ruser durant le sommeil pour échapper à la vigilance de la censure. D'où ce que Freud appelle le travail du rêve, c'est-à-dire le processus de transformation du contenu latent, le cœur du rêve, le cœur d'artichaut, en contenu manifeste, autrement plus soutenable pour la conscience. Derrière la confusion apparente des images, la logique du rêve relève, nous dit Freud, de l'analogie.
du mécanisme de l'association d'idées. Cela me fait penser à. J'associe un élément A à un élément B qui lui-même va me renvoyer à un élément C et ainsi de suite. Ce travail ne peut être que personnel et rattaché, associé à mon histoire personnelle et singulière. Pour reprendre l'image du parapluie que nous avons employée tout à l'heure, celui-ci évoque des choses différentes selon la personne qui va la convoquer. À moi, l'image du parapluie rappelle la canne, association 1. Cette canne que mon grand-père m'avait offerte lorsque j'étais enfant, association 2. Je l'ai perdue, je n'ai jamais osé lui dire, association 3. Et lorsqu'il est décédé, je n'ai jamais pu réparer cette erreur, ce qui me rappelle un ami d'enfance avec lequel je me suis brouillé étant enfant, que j'ai perdu de vue et que j'aimerais retrouver avant qu'il ne soit trop tard, association 4. Lorsqu'on commence à déplier un rêve, il apparaît beaucoup plus long que le rêve en lui-même. Car le rêve emploie des images, des symboles, des métaphores qui opèrent comme des raccourcis de pensée, comme des abrégés d'expérience, images qui vont tout oser parce que non soumis aux lois de la physique. Condensation, deux choses séparées qui n'en font plus qu'une dans le rêve, métamorphose, comme dans la nouvelle de Kafka, substitution, rien n'est impossible, en effet, au rêveur. Affranchi des contraintes du récit, des règles narratives qui président habituellement à la communication avec autrui. C'est d'ailleurs en concevant le rêve comme un dialogue de soi à soi et en le comparant aux autres formes sociales d'échange, de dialogue, que Bernard Lahire va nous permettre d'enrichir nos théories du rêve en l'intégrant au monde social. En société, nos modalités d'expression varient selon la situation et selon nos interlocuteurs. Vous comprendrez aisément que m'adressant à vous devant la caméra, je ne parle pas de la même façon que lorsque, hors caméra, je parle à tous ceux qui sont actuellement en régie, Julie, Boris, Philippe. Ou alors même que je parle à mes proches, mes amis, mon amoureuse. Plus j'approche du cercle intime, plus mon expression va être libre, déliée, familière, directe. Quel rapport avec le rêve, me direz-vous? Eh bien, le rêve est la forme que la conscience prend lorsque nous sommes coupés du monde et des autres. Il n'est donc pas nécessaire d'opérer un travail de censure, ni même d'effectuer un travail d'élaboration pour essayer de se faire comprendre par autrui, puisque nous nous adressons à nous-mêmes. Le rêve est l'expression du plus intime, d'où la présence de non-dits, d'où la présence d'ellipses et de scènes d'une violence rare, digne de films d'horreur les plus gore, du fait de l'absence de contrôle d'autrui et de soi. Le rêve, nous dit Bernard Lahire, se caractérise par l'absence de censure, ce qui invaliderait en partie la théorie freudienne du rêve comme expression voilée, et j'insiste sur voilée, d'un désir refoulé. S'il n'y a pas de censure, alors il n'y a aucune nécessité de voiler le désir. Tout rêve ne constituerait donc pas forcément l'accomplissement d'un désir enfoui, refoulé, mais serait le reflet de toute la gamme de nos émotions. Allons encore un peu plus loin avant de terminer. L'ethnopsychiatre Toby Nathan risque une autre hypothèse en s'appuyant sur les développements les plus récents des neurosciences. Tandis qu'il rêve, le rêveur ne se contenterait pas de réactionner des souvenirs de son passé, il fabriquerait également un brouillon d'avenir. Il se servirait de ce qu'il a vécu, qu'il réagencerait, recréerait, afin de formuler des hypothèses nouvelles, de construire des scénarios alternatifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les psychiatres américains forcèrent les soldats victimes de stress post-traumatique à rêver jusqu'à ce qu'ils parviennent à trouver une fin heureuse, une happy ending, à la situation traumatique qu'ils revivaient de façon ultra-réaliste dans leurs cauchemars. De façon moins dramatique, je rêvais régulièrement que je m'écrasais en avion, jusqu'au jour où j'ai enfin pu décoller et atterrir sans encombre. J'ai alors cessé de faire ce rêve récurrent. Pendant nos rêves, nous travaillons, nous élaborons, nous cherchons des solutions. Lorsqu'on soumet un problème mathématique à deux groupes, un groupe A et un groupe B, et que l'on prive le groupe B de sommeil la nuit qui suit, eh bien, on constate
que le groupe A a davantage de chances de trouver la solution au problème qui a été posé. Les rêves, conformément à l'intuition des onirocrites, ces interprètes des rêves dont nous avions parlé lors de la première séance, seraient une tentative de préparer l'avenir, à partir de nos stocks d'expériences renégociés, réaménagés pendant le sommeil. Les rêves sont précieux, ils détiennent donc un certain savoir sur nous-mêmes qu'il s'agit de découvrir par le biais de l'interprétation.